Ben, Monsieur, heureuse de vous retrouver. Le secteur agroalimentaire en Afrique constitue un enjeu stratégique en faveur de l'industrialisation et du développement de l'ensemble des pays du continent. De nombreux spécialistes appellent donc à corriger les chaînes de valeur agricole. Pour en parler, je reçois Moïse Pitessa, il est ingénieur agroalimentaire. Il est également le président du RIP-Afrique, entendez le réseau pour la promotion de l'agro-industrie. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. À quoi fait-on référence quand on évoque la chaîne de valeur agricole? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler une fois encore de l'agriculture togolaise et africaine. En réalité, quand nous parlons de la chaîne de valeur agricole, il faut faire le distinguo. D'abord, c'est quoi la chaîne de valeur? La chaîne de valeur, c'est un ensemble de partenariats entre des entreprises qui sont interconnectées et donc qui entretiennent des liens stratégiques pour développer de la valeur ajoutée qu'ils proposent aux consommateurs. Donc, pris ce schéma comme ça, il faut noter quelques caractéristiques. D'abord, pour qu'on parle de chaîne de valeur, il faut que cette entreprise, comme la définition le dit, soit interconnectée, soit interdépendante. Donc, pour que toi et moi nous sachions que nous sommes dans une chaîne de valeur, il va falloir qu'une relation commerciale existe entre nos fournisseurs et clients. Donc au niveau de la chaîne. Et donc maintenant quand nous allons au niveau de l'agriculture, notons que l'agriculture c'est-à-dire toute activité qui contribue à la production animale ou végétale. Donc ce mécanisme appliqué maintenant à l'agriculture. Donc c'est l'organisation de tous les acteurs agricoles, transformateurs, distributeurs, donc axés sur un produit agricole donné. Donc voilà un peu la définition. Donc ici nous avons différents maillons. Nous avons différents maillons exactement au niveau de la chaîne de valeur agricole. Donc ces maillons sont organisés, sont interconnectés pour qu'au finish proposer un produit alimentaire aux consommateurs. Quels sont ces maillons alors? Alors, fondamentalement, on distingue au début les fournisseurs d'intrants. C'est-à-dire que tous ceux qui produisent des semences, des semenciers, des engrais, de l'équipement, donc, aux producteurs. Et donc, quand nous quittons ce maillon de fournisseurs d'intrants, donc le maillon suivant, c'est les producteurs. L'agriculteur, celui qui travaille la terre, donc pour produire, comme je l'ai dit, donc un bien animal ou végétal. Donc, voilà le second maillon. Le troisième maillon, c'est la transformation. Donc, lui produit et donc quelqu'un transforme. Parfois, le cycle n'est pas aussi long. Ça peut quitter directement le producteur pour aller à la commercialisation. Parce que le producteur lui-même, il est organisé, il transforme déjà... Il peut transformer ou ne pas, et vendre directement ce produit-là aux consommateurs finaux. Donc, le produit brut? Oui, le produit brut. Je parle par exemple le cultivateur qui cultive son maïs et qui le vend à vous et moi, qui préparons la pâte à la maison. Donc, la chaîne est un peu raccourcie. Mais quand même, fondamentalement, il y a les transformateurs. Ensuite, il y a les grossistes et les détaillants. C'est-à-dire, nous rentrons au niveau de la distribution. Et après la distribution, donc, nous avons le consommateur final qui est au bout de la chaîne. Pourquoi est-ce que ces chaînes ne semblent pas vraiment participer au développement, à l'industrialisation de l'agriculture en Afrique? Écoutez, on a l'habitude de dire qu'une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'ensemble des maillons qui font la chaîne. S'il y a un maillon qui est faible, ça rend toute la chaîne vulnérable. Longtemps en Afrique, en général, et puis au Togo en particulier, l'agriculture a conçu un problème. Elle a été longtemps une agriculture de subsistance, donc qui n'est pas axée, qui n'est pas une agriculture de type commercial. Donc ce qui a fait que depuis longtemps, elle n'a pas assez dégagé de produits pour alimenter les chaînes qui sont en aval. Donc ça a conçu un problème, un véritable problème d'industrialisation de l'Afrique, surtout au niveau des chaînes de valeur agricole. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les investissements se font. Beaucoup d'investissements ont été injectés dans l'agriculture pour booster cette agriculture, pour la rendre plus commerciale, pour la rendre plus productive, pour la rendre plus compétitive. Et donc, ce qui a fait que nous avons vu, par exemple au Togo, l'émergence de quelques micro-entreprises de transformation. Une légère amélioration de la situation. Mais ce n'est pas encore ça. Quel est le maillon, où est-ce que le problème se pose vraiment?
le maillon le plus faible. Le maillon le plus faible, c'est l'agriculture. Au niveau de la production. Au niveau de la production. Quand aujourd'hui, alors qu'on a en Asie par exemple des rendements qui sont jusqu'à 3-4 fois plus élevés que les rendements en Afrique, donc vous voyez qu'il y a un problème qui se pose. Ça veut dire que notre agriculture n'est pas, même s'il y a des efforts qui ont été faits, n'est pas fortement mécanisée. Donc elle ne produit pas assez. Et quand elle ne produit pas assez, la transformation, qui est le second maillon de la chaîne, a des problèmes pour se développer parce qu'il n'y a pas de la matière première. Il n'y a pas de la matière première. Or, vous savez, ce qui rend stable, ce qui contribue à la stabilité d'une chaîne, c'est que il faut maîtriser les coûts de production. Alors, quand il n'y a pas assez de matière première pour alimenter, ça veut dire que ça engendre des surcoûts au niveau de la transformation. Donc, il ne faut pas créer des usines juste pour en créer. Juste pour les créer. Or, longtemps, c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, le système est en train d'être passé autrement avec de nouveaux mécanismes qui rentrent en jeu. Et nous espérons que ces mécanismes feront en sorte que les chaînes de valeur soient plus maîtrisées, soient plus organisées et de manière stratégique pour qu'au final, le consommateur... Parce que la concurrence, nous sommes aujourd'hui la mondialisation. On va l'aborder peut-être dans la seconde partie. La plupart des pays africains sont des importateurs nets de produits alimentaires. Est-ce qu'on doit comprendre que les Africains apprécient peu les produits locaux? Apprécie peu, je ne le dirais pas. Quelqu'un dit un jour, écoutez, la consommation, l'habitat alimentaire, ça ne se décrète pas. Nous sommes d'accord. Et puis, il y a aussi le facteur économique qu'il faut prendre en compte. Quand nous avons les chaînes de valeur qui ne sont pas bien organisées, et donc les coûts de production ne sont pas maîtrisés, le produit au fini se revient plus cher que le produit importé par exemple. Et le constat est clair sur le marché. Quand vous voyez les produits importés, mais ces produits sont plus abordables, sont moins chers. Et donc le consommateur, même s'il a envie de consommer un produit dans son pour aider son économie, il n'a pas les moyens. Donc le facteur économique aussi est important. Ce n'est pas que les gens n'aiment pas ou négligent, mais aussi le facteur économique qui est très important. Et puis de l'autre côté... On préfère faire des économies. Ah oui, mais écoutez, c'est une question de survie en fin de compte. Donc, de l'autre côté aussi... Malgré la qualité. C'est le second volet dont je voulais parler. De l'autre côté aussi, c'est que ces produits, la présentation de ces produits aussi, à côté des produits importés, il y a une grande différence. Et donc, d'abord, vous voyez, quand vous rentrez en supermarché, par exemple, ce que vous attire premièrement, c'est l'emballage du produit. Ça vous interpelle. Avant d'aller regarder à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, les gens ont compris ça très tôt. Ils ont mis les moyens là-dessus. Mais aujourd'hui, chez nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et donc, des efforts doivent être faits à ce niveau pour que vraiment qu'on arrive à avoir des produits bien élaborés, de qualité vraiment, qui répondent aux normes. Ça aussi, il y a ça, qui répondent aux normes. Aujourd'hui, il y a plusieurs produits sur le marché transformés localement, qui n'ont pas, qui n'ont pas toutes les autorisations requises pour être sur le marché. On en sait grand chose, on va donner des noms ici, mais il faut vraiment que l'État, tous les acteurs s'organisent pour faire en sorte que le produit qui va sur le marché soit un produit de qualité. Est-ce qu'on doit pointer du doigt la faiblesse des politiques commerciales et de réglementation dans la plupart des pays africains? Oui, je pense que ces politiques en sont pour quelque chose. L'organisation du marché même, a un problème, a un coût. Écoutez, si il n'y a aucune règle qui est fixée sur le marché, on ne fait rien pour protéger le marché local. Vous et moi, nous sommes d'accord que si le marché est complètement ouvert, tout va arriver et le consommateur final, écoutez, lui, il a le choix. Comme je l'ai dit, c'est les facteurs économiques et aussi aujourd'hui la qualité aussi prime. Donc il regarde ce qui est bon, ce qui est moins cher. Voilà, c'est le rapport qualité-prix quoi. Et donc il faut aider d'abord les locaux à bien faire le travail et ensuite donc le pouvoir public a une grande responsabilité, l'État a une grande responsabilité. Une très grande responsabilité. Écoutez, l'État a un rôle régalien vis-à-vis de l'organisation des acteurs.
l'État doit faciliter, doit jouer le rôle de facilitateur. L'État doit faire en sorte que l'environnement soit plus assaini avec des institutions fortes. Vous voyez, quand vous avez... C'est ça qui, par exemple, qui entraîne le faible taux d'investissement dans nos pays. Parce que quand l'environnement est malsain, il n'y a pas une stabilité politique. Il faut le rappeler. Il n'y a pas une stabilité politique. Vous voyez, tout est au ralenti. La Chambre de commerce vient de publier un rapport. Depuis que, je prends le cas de notre pays, depuis que ces troubles sociopolitiques ont commencé, l'activité économique du pays a baissé drastiquement. Vous voyez qu'il y a un lien entre l'économie et la politique. Donc, il faut stabiliser la politique. Il faut que l'État joue son rôle d'apaisement, de facilitateur, de législateur et d'accompagnateur, d'appui pour que le secteur puisse se développer et jouer son rôle. Dans plusieurs régions, chaque année, des pertes se produisent tout au long de la filière alimentaire, de l'exploitation agricole, en passant par le stockage, le transport, etc. Comment minimiser ces risques? Écoutez, les pertes que nous appelons les pertes post-récolte sont évidentes parce que, vous voyez, pour que, je prends un exemple, on culture de la tomate, le culture qui cultive de la tomate. Quand il pleut, il a les conditions favorables, il en produit. Et après tout, il a du mal à conserver. Il a du mal à conserver. Donc, la chaîne de valeur doit aller, je veux dire, longtemps on s'est concentré sur la production. Aujourd'hui, il faut aller à une autre étape. Il faut mettre des mécanismes en place pour que les produits, les restes que le paysan lui-même ne peut pas consommer, puissent suivre un traitement spécifique pour que ça bénéficie au client final qui lui ne produit pas, mais qui a les moyens de s'acheter de la tomate même en saison sèche. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Il faut une coordination au niveau de la chaîne de valeur pour minimiser. Ça, c'est le secret. Il faut coordonner les chaînes de valeur en telle sorte que les pertes soient minimisées. Sinon... il faut mettre en place des infrastructures adéquates. Comme l'exemple de nos agropoles. À qui incombe cette responsabilité? À tous les acteurs. À tous les acteurs. Les premiers, c'est les entreprises elles-mêmes, que ce soit agricoles, de transformation, de commercialisation, doivent s'organiser d'abord. Vous voyez, on ne peut pas tout imputer à l'État. Il faut que les entreprises, les acteurs même s'organisent entre eux, au niveau de chaque maillon d'abord, et ensuite définir les règles de collaboration. N'oublions pas que sur une chaîne de valeur, il faut de la collaboration entre chaque maillon. Donc, chaque maillon doit travailler pour l'autre maillon. L'agriculteur doit travailler en sachant qu'il y a de la transformation et le transformateur doit travailler en sachant qu'il y a un marché. Donc, voyez. Comment est-ce que l'agriculteur doit travailler en sachant qu'il y a un transformateur? Lui, il laboure la terre. Il laboure la terre, c'est vrai. Mais quand je produis de la tomate et à chaque année, quand je produis une tonne par exemple, je ne trouve que 100 kilos et le reste est jeté. Je vais continuer par produire de la tomate. Donc il faut le choix de la spéculation qu'il faut cultiver aussi. Donc, avant de choisir ce que je dois cultiver, il faut que je sois sûr qu'il y a un client qui n'est pas forcément le client final, mais une entreprise par exemple qui en demande. Il faut qu'il y ait un besoin. Donc chaque maillon doit s'organiser en fonction du besoin de l'autre maillon pour que la chaîne soit continue, soit bien structurée jusqu'au finish. Et l'entrepreneur qui transforme par exemple doit s'assurer aussi que le marché, son produit correspond à une demande sur le marché. Le paysan ne doit pas produire en attendant que le besoin se manifeste. C'est ça qui entraîne les pertes par exemple. Soit à son niveau, il se dit, ok, moi je produis, il n'y a personne pour prendre, je peux moi-même assurer cette transformation. C'est possible. Il y a des exemples aujourd'hui. L'exemple du centre Songhai au Bénin est très parlant. Tout est fait sur le même site. La production, la transformation, la commercialisation. Vous imaginez? Donc, on doit aller vers ces idéaux-là pour vraiment minimiser tous ces risques dont nous parlons ici. Un autre outil de la politique agricole, celui de l'utilisation croissante de nouvelles technologies à travers le monde. En Afrique de l'Ouest, par exemple, où en sommes-nous?
Est-ce que nos agriculteurs maîtrisent vraiment l'éthique? Vous et moi, nous sommes d'accord que c'est pas totalement ça, parce que aujourd'hui, ça s'améliore. Parce que ceux qui s'intéressent aujourd'hui à l'agriculture ne sont plus comme nos parents, qui n'ont pas une éducation intellectuelle. Aujourd'hui, ce sont des étudiants qui s'intéressent, ce sont des jeunes diplômés qui s'intéressent à l'agriculture. Et donc, il y a une phase de transition qui est en cours, et nous espérons que, avec l'aide des services d'appui, on va aller vers plus d'utilisation d'éthique. Parce qu'aujourd'hui, je prends un seul exemple, l'utilisation des drones par exemple. En Europe, c'est, écoutez, l'agriculteur sait d'avance si, bon, avec des erreurs près, mais quand même sait si la pluie doit pleuvoir, il ne doit pas pleuvoir, et il calcule. Il suffit qu'il relève son sol, il a tout de suite les caractéristiques du sol, il sait quelle spéculation il faut mettre ici, il sait qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, il sait quelle quantité d'eau peut-être a besoin là. Donc, l'échange est très capital. Et aujourd'hui, beaucoup d'institutions encouragent. Il y a beaucoup de programmes qui encouragent à l'utilisation d'éthique dans l'agriculture. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Il faut que l'information soit disponible en temps réel pour l'agriculteur, pour le producteur, pour qu'il puisse prendre des décisions. Vous savez, sans information, on ne peut pas prendre des décisions. Sans information, on ne peut pas prendre des décisions. Si je n'ai pas des éléments pour juger. Et c'est l'agriculteur lui-même qui doit aller à la recherche de cette information? Si. On revient dans la seconde partie de cette émission.